Alors, peux-tu te présenter en vraiment une toute petite seconde, en 30 secondes, quoi. Voilà, qui es-tu, Gérard? Qui es-tu? Alors, je suis ici, je pense, parce que depuis très longtemps, je m'intéresse aux questions foncières. Et notamment, j'ai été vice-président de la région Rhône-Alpes, vice-président à la politique foncière, qui n'existait pas d'ailleurs, qu'il a fallu créer au moment où j'ai pris la délégation en 2010. Voilà. Et comme j'étais vice-président de la région Rhône-Alpes, qui était la seule région à avoir une délégation en matière de politique foncière, je me suis retrouvé aussi responsable des groupes de travail sur le foncier de l'Association des régions de France. Voilà, je pense que c'est pour ça que je suis là. Sinon, je suis éleveur laitier retraité, vache laitière, fromage. Tu as fait de la brebis aussi, non? Non, jamais de brebis. De vache, grosse bête. Syndiqué à la Confédération paysanne, militant de la Confédération paysanne. Ok. Dans les choses que tu as dit aujourd'hui, Gérard, au Festival des alternatives alimentaires, une chose qui m'a marqué, tu nous as bien expliqué, tu nous as permis de réaliser la complexité grandissante qu'il y a aujourd'hui entre les propriétaires des terres et les agriculteurs. Et toutes les difficultés qu'il y a effectivement au niveau de l'accaparement des terres et tout ce que ça pose comme problème. Alors, il y a plein de sujets dans ce que tu viens de dire. En France, on est en matière de foncier agricole, on est régi par des textes de loi qui remontent à 1962. 55 ans, c'est phénoménal quand on voit l'évolution des exploitations, l'évolution des systèmes de production. On est aujourd'hui régi toujours par le statut du fermage et par rapport à un certain nombre de règles qui sont issues d'une loi d'orientation foncière de 1962. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument revoir. Et normalement, il y a une loi d'orientation foncière, c'est annoncé par plusieurs ministères, dont le ministère de l'Agriculture. Il y a une loi d'orientation foncière qui doit sortir en 2018. Donc on est en train de travailler au niveau de la Confédération paysanne, au niveau de Terre de Liens, au niveau de plusieurs partenaires potentiels, Ardéar, Fadéar, Fédération nationale des CIVAM, etc. Et Acter, qui est l'ONG dont je suis administrateur. Et on essaie de préparer une série de propositions partagées par toutes ces organisations-là pour pouvoir peser dans le débat au moment où le projet de loi va être en préparation avant qu'il arrive, le plus en amont possible. Et quelles seraient les trois propositions majeures de cette évolution-là, du cadre réglementaire? 3, je choisis 3. Ouais, 3 pour essayer de synthétiser, quoi. Alors, celle qui te paraît la plus importante. Alors, si j'en choisis 3, il y a une question importante qui touche à la nature et au statut des SAFER. Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui sont les sociétés qui gèrent les transactions en propriété du foncier agricole, avec des choses qui se disent sur leur manière de travailler, qui sont parfois fondées, parfois qui ne le sont pas, avec une hétérogénéité phénoménale. Enfin, il n'y a pas une SAFER, il y a des SAFER, il y en a une par région, et d'une région à une autre, on a des choses complètement différentes. Toujours est-il que on a des SAFER qui sont extrêmement pénalisées dans leur fonctionnement par leur statut, qui est un statut de société. Alors même si c'est des sociétés qui, de par la loi, ne doivent pas réaliser de profit, ce sont quand même des sociétés. Et à partir du moment où on est société et qu'on intervient sur un marché foncier, on est automatiquement suspect de malversation, de tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Il faut aller vers un statut public. Et la Confédération paysanne a décidé il y a 15 jours qu'elle allait travailler à ce que la SAFER évolue vers un statut public. Ce qui ne veut pas dire forcément aller tout de suite à quelque chose qui soit un établissement public comme on a dans le foncier urbain. C'est compliqué, c'est un sujet très compliqué. Mais en tout cas, ne pas continuer à accepter cette espèce de situation dans laquelle on a l'impression qu'on a affaire à un agent immobilier, autant qu'on a affaire à une organisation qui est censée protéger le foncier agricole, réguler les prix et faire des installations en agriculture.
Donc voilà un sujet qui me paraît très important. Il y a un deuxième sujet sur lequel on a beaucoup travaillé ces derniers temps et sur lequel il nous reste encore vraiment à peaufiner nos positions. C'est pas des sujets faciles, hein. C'est des sujets difficiles et ce sont des chantiers difficiles dont je vous parle. On se retrouve devant tous les problèmes dont on a discuté ce matin. On les a discutés surtout à l'échelle internationale en matière d'accaparement, mais on en a parlé aussi à l'échelle française. On a des tas de gens, des tas de méthodes et des tas de moyens pour confisquer du foncier agricole ou des espaces naturels, pour les artificialiser, l'étalement urbain, les grandes infrastructures, etc. Les grandes surfaces, Pardon ? les grands projets commerciaux, dont les grands projets commerciaux qui sont aujourd'hui ceux qui vont le plus vite en matière de consommation foncière. Et ça dépend des moments. En ce moment, c'est eux. Mais nous avons un vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, pour faire un peu passer la pilule de ces grands aménagements, on dit que l'on fait de la compensation foncière. C'est-à-dire que derrière, on va mettre en place un certain nombre de mesures qui font que on va restituer des terrains, ou on va restituer des fonctions, notamment des fonctions environnementales en matière de zones humides, etc. Il y a toute une pléiade de méthodes de travail qui font que on fait passer la pilule avec de la compensation foncière. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut écarter toute forme de compensation foncière, parce que moi je suis pas naïf. Et il y a un certain nombre de projets qui sont effectivement d'intérêt public dans certaines localités, qui font qu'à un moment donné, il y aura des opérations d'aménagement qui viendront consommer du foncier. Il faut les limiter, il faut les éviter autant que possible, mais l'idée de l'absolue possibilité, quand on a un pays qui est en croissance démographique importante, et c'est pas équilibré, il y a des régions où, il y a des communes dans ma région, sur la Haute-Savoie, vous avez des communes où vous avez plus de 3% d'expansion démographique par an. 3%. Ah oui. Donc dire que dans ces communes-là, on réussira en réutilisant le foncier urbain, en construisant la ville sur la ville, on réussira à éviter toute consommation foncière n'est pas évident. Non, bien sûr. Mais voilà. Donc ça c'est le point artificialisation des terres. Ça c'est le deuxième point important, c'est de lutter contre l'artificialisation. C'est de lutter contre l'artificialisation et de voir comment on fait ce qu'on peut pour éviter au maximum les besoins de compensation. Ouais. Et s'il y en a, comment on les pratique. Troisième point ou pas de troisième point, peut-être une autre question Ouais, Aline. Moi en fait c'était pas vraiment une question, j'ai pas pu être présente aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai grandi en fait dans un environnement de paysans. Mon père était paysan, son père était paysan, enfin bon voilà. Et je l'ai entendu dire, mais ça faisait déjà des années en fait, parce que moi j'étais enfant, du coup quand lui il s'impliquait dans... Je pense qu'en fait il suivait un petit peu ce qu'on lui disait. Donc c'est-à-dire investissez, et vous allez voir, vous allez avoir le retour. Et moi j'avais déjà au moins 25 ans quand un jour il m'a dit on nous a toujours dit d'investir et au final aujourd'hui on n'a rien. Dans les larmes aux yeux, et c'était quelqu'un qui montrait pas trop sa sensibilité, donc quand il m'a dit ça, moi j'étais jeune et j'ai pas su répondre. Et aujourd'hui donc mon frère lui a pris la suite, il a bénéficié des subventions aux jeunes agriculteurs, etc. Donc il a construit vraiment quelque chose d'immense. Et aujourd'hui, je me rends compte, moi, par rapport à ce que j'écoute, et je suis en train de m'intéresser un petit peu plus, petit à petit, aussi à la planète, à là où on en est, à là où on va. Et du coup, moi, personnellement, je me sens assez impuissante. Je comprends que mon père s'est senti aussi assez impuissant. C'est pas vraiment une question, c'est un constat. Après, du coup, je sais pas les possibles qu'il peut y avoir, notamment, par exemple, mon frère, à un moment donné, parce que quand moi je lui parle de mon inquiétude par rapport à la planète. Parce que ton frère s'est installé. Mon frère, il s'est installé à un moment donné, ils ont construit un GAEC avec mon père. Mon père, ça fait 2 ans qu'il est décédé d'un cancer. Et je pense que c'est lié à son métier, mais pas que, parce que c'était quelqu'un de sensible aussi, et qui peut-être caché cette sensibilité, bref, ça c'est autre chose.
Et aujourd'hui, donc mon frère par exemple, qui lui est dans cette dynamique de produire. Donc quand je lui en ai parlé, je lui ai parlé de mon inquiétude, il m'a dit moi je ne peux pas passer au bio, donc on est nous dans l'agriculture raisonnée. Donc c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on nous dit de mettre des pesticides 4 fois par an, nous il y a quelqu'un qui va voir dans les champs s'il y a besoin ou pas et on en met 1 fois par an. Mais ils en mettent quand même. Et aujourd'hui, moi, je ne peux pas contrer ce qu'il me dit. Hein. C'est lui le professionnel. Je ne vais pas aller à l'encontre. Enfin voilà, je l'écoute, c'est tout. Et voilà, est-ce qu'il y a quelque chose voilà, que moi, par exemple, je pourrais, je sais pas, dans mon discours, peut-être pour ouvrir un petit peu les yeux aux personnes comme ça qui sont autour de moi, parce que j'en connais beaucoup des agriculteurs, du coup, des jeunes agriculteurs qui se cherchent aussi, hein, parce qu'il y en a qui s'inquiètent. Hein, mais en même temps, il y a forcément derrière la notion du revenu. Et du coup, voilà, trouver sa position là-dedans, c'est un petit peu compliqué. Donc, voilà. Je comprends que ce soit très compliqué. Bon. Je pense qu'il faut absolument, si on veut avoir un avenir pour l'agriculture et pour l'alimentation, et pour la souveraineté alimentaire, je pense qu'il faut rompre avec les systèmes actuels. Ça, c'est une position générale. Rompre avec les systèmes actuels, ça veut dire rompre avec la course à l'acquisition foncière, rompre avec les systèmes productivistes, les intrants, le machinisme, etc., etc. Mais c'est très facile à dire. Quand on est exploitant et qu'on est parti là-dedans, s'en sortir est très difficile. Qu'ils sortent en raisonnant, qu'ils sortent en étant le plus intelligent possible par rapport à l'utilisation d'un certain nombre d'intrants, par exemple, me paraît tout à fait raisonnable, tout à fait opportun. L'évocation de l'agriculture raisonnée, ça il faut gentiment le dire, l'agriculture raisonnée est un truc complètement bidon, qui a été mis en place par le système productiviste, et notamment par Carrefour, qui est à l'origine de la création d'un fonds spécial pour alimenter l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée, c'est une fumisterie qui a été inventée pour casser la bio et pour montrer qu'on pouvait faire autrement que de la bio, tout en étant en rupture avec le système, etc. Aujourd'hui, des organismes comme Carrefour sont complètement sortis de ça, parce que l'espèce de publicité agriculture raisonnée, entre guillemets, c'est cassé la gueule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens veulent de la bio, ou bien ils n'en veulent pas. Et ceux qui veulent de la bio, ils veulent de la bio. Donc quelqu'un comme Carrefour, aujourd'hui, est revenu à installer des grands rayons bio, ne met plus en avant, je n'arrive pas à me rappeler le nom du fonds pour l'agriculture raisonnée, achète lui-même des terrains, notamment dans les Bouches-du-Rhône, dans le sud de la Crau, pour des productions de fruits bio, etc., etc. Ils sont rentrés dans une autre logique, ce qui est plutôt bon signe. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est à faire à lui. Le vrai problème qu'il va avoir, j'en sais rien, je ne connais pas l'expression, c'est quelle production ? C'est vaches laitières, Bon. Donc il y a les vaches à viande, il y a le lait, il y a les fromages et tous les produits liés, enfin avec le lait. Des domaines que tu connais bien. Je connais bien, j'étais éleveur laitier et fromager, donc j'ai pas de mal à piger. Et moi aussi j'en ai fait des conneries. Je veux dire, moi je ne jette pas la pierre aux autres, parce que je me la jette d'abord à moi. C'est ce que j'ai fait pendant 18 ans. Mais le gros problème que ton frangin va avoir, c'est que je suppose, peut-être que je me plante, mais en ayant repris derrière ton père, mais pas derrière, en ayant repris à côté de ton père, et en ayant fait un GAEC à deux, donc avec quelque chose qui à l'arrivée conduit à un agrandissement différé, puisque en fait l'exploitation qu'il va avoir à l'arrivée, elle sera plus importante que celle qu'avait son père à l'origine, et de 10, de 15 ou de 20 hectares de plus, j'en sais rien, ou de 30, peu importe. Mais ce que je sais, c'est qu'il aura été amené en matière d'investissement à faire un espèce de truc géant qui est terrible. Aujourd'hui, un des gros problèmes que l'on a en France,
c'est qu'un certain nombre d'exploitations ne sont plus transmissibles. On est arrivé à un niveau de capitalisation qui fait que qui reprend comment? Est-ce que toi tu vas reprendre? Qu'est-ce qu'il faut que tu débourses pour te mettre en association GAEC avec ton frère ou en EARL, en exploitation agricole commune, quelle que soit la forme? C'est un vrai souci. Moi j'ai mon beau-frère qui est issu d'un GAEC laitier. Ils étaient 5 associés, c'est un très haut GAEC dans les Alpes, montagne. Ils étaient 5 associés, ils avaient 2 salariés en plus, ils travaillaient à 7. Les parents sont décédés. Il y a un associé qui est parti, il y en a un autre qui est arrivé à la retraite. Aujourd'hui, mon beau-frère, il est seul, sur une exploitation gigantesque dans laquelle il y a un machinisme, des bâtiments, c'est incroyable ce qu'il y a. Et il n'a pas réussi à trouver quelqu'un pour s'associer avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté l'exploitation laitière. Il n'est même pas passé à une exploitation bovine ou viande. Il est carrément parti sur des grandes productions végétales. Donc il fait des céréales, etc. Colza, tournesol et compagnie. À 900 mètres d'altitude. C'est-à-dire quelque chose qui est aberrant par rapport à ne serait-ce que les possibilités de rendement des terrains de montagne, etc. On est en montagne, on est à 900 mètres. Il y avait une très belle exploitation laitière, très en pointe, productiviste, pas forcément bornée, et ils se retrouvent avec de la production céréalière, etc. Parce que le capital n'a pas pu être repris par qui que ce soit. Ça, c'est vraiment la question de fond. Et la question aussi, c'est, moi je vois mon frère qui est en train de détruire des forêts primaires, qui est en train d'agrandir ses prés pour nourrir les vaches, parce qu'il a beaucoup de vaches. Faut du lait, faut aussi les vaches à viande, elles vont pas trop dans les prés. Mais les vaches pour le lait, en fait, elles vont dans les prés. Donc il agrandit ses prés, donc il détruit la forêt. D'un côté, en fait, c'est qui à un moment donné leur donne l'information de ce qu'ils sont en train de faire, parce que là, pour moi, c'est grave, quoi. Personne. Il est en propriété. Oui. Eh ben, il fait ce qu'il veut. Ah d'accord. Mais ça peut être catastrophique, quoi. Oui. Mais ça peut être aussi important. Toi, tu es sa sœur. Oui. Je trouve que si quelqu'un est bien placé pour discuter un peu avec lui gentiment, il faut le faire. Je suis en train de prendre conscience, moi, seulement. Là. Avec mon beau-frère dont je parlais tout à l'heure, je suis en train de lui dire, tu n'as qu'une chance de trouver des associés sur ton exploitation, et je le pense vraiment, c'est de te convertir en bio. Si tu te convertis en bio, sur l'exploitation que tu as, peut-être, pourras-tu trouver des partenaires. Alors que si tu restes dans une production conventionnelle, c'est pas du tout un abruti du nitrate, de l'ammonitrate. C'est un mec intelligent qui réfléchit et un très bon technicien. Du point de vue du modèle agricole dominant, c'est un très bon technicien. Et moi, je le lui dis. J'essaie de discuter un peu avec lui. Et depuis l'année dernière, il a repris une salariée qui est quelqu'un qui l'aide, mais qui elle-même vient à des chevaux. Donc il y a une espèce de truc à mi-chemin. Elle fait manger ses chevaux sur l'exploitation et elle travaille avec lui quelque chose de comme un mi-temps. Ils ont un arrangement comme ça. Il y a ma femme qui est maraîchère, qui a repris, qui est issue de la même famille évidemment, puisque c'est mon beau-frère. Il y a ma femme qui a repris un peu de terrain avec une associée et un bâtiment où elle a fait son atelier. Ils font du maraîchage, ils font de la transformation. Donc il est parti depuis 1 an ou 2, 3 ans, dans une logique où il sait que la revitalisation de son exploitation passe par l'arrivée de quelque chose de nouveau, extérieur. Ça, il le vit. Voilà, je pense qu'on a besoin de... Alors ce que je voulais dire, là je sors de l'exemple de ton frère, c'est que ces problèmes de niveau de capitalisation, et on n'a pas pu en parler ce matin dans la première table ronde sur les questions foncières, ça fait partie de mes frustrations, parce que j'en ai eu plusieurs. Et celle-là, elle est vraiment importante pour moi. Cette façon d'avoir créé des espèces de capitaux d'exploitation complètement démesurés, non maîtrisés, très pénalisants en matière d'emprunt, etc., c'est la porte ouverte à la financiarisation. Alors, dans le sud de la France, chez moi, pas encore beaucoup, mais dans certaines régions, alors ici je ne sais pas, mais dans le nord de la France, sur le Nord-Pas-de-Calais, sur la Picardie, sur la Normandie,
Aujourd'hui, il y a une déferlante de financiers, y compris des fonds de pension, dont on a parlé un petit peu dans la journée, qui viennent et qui disent vous n'arrivez pas, vous n'avez pas le capital, vous ne pouvez pas vous réinstaller, moi j'interviens. Et qui interviennent et qui font derrière de ton frangin éventuellement le prolétaire de service qui va leur servir la soupe, qui va continuer à trimer, mais qui va faire que ces gens-là vont tirer un revenu de l'exploitation, un revenu du foncier de l'exploitation. Alors il y a aussi beaucoup plus positivement le travail qui est fait par des gens genre Terre de Liens, où c'est des particuliers qui mettent de l'épargne pour sauver un certain nombre d'exploitations, et ça n'a rien à voir donc avec une spéculation et la financiarisation dont je viens de parler. Mais les gens de Terre de Liens, ils ne peuvent pas intervenir sur le genre d'exploitation dont je viens de parler, puisque c'est des niveaux de capitaux où ils ne peuvent pas aller. Terre de Liens, si une exploitation comme celle de mon beau-frère, si Terre de Liens intervient dessus, il passe 10 ans de trésorerie de tout ce qu'il peut faire sur l'ensemble du département de l'Isère. Donc il ne le fera pas. Voilà. Donc on est en train de payer, notamment sur cette question de niveau de capital investi, on est en train de payer une fuite en avant dans le système de production agricole. Et du coup, Gérard, comment tu vois le rôle du politique dans tout ça? Est-ce que le politique peut en fait vraiment faire des choses, ou il faut que ça reste des actions type conf, type association, type... Heureusement que le politique peut faire des choses, parce que s'il ne pouvait pas, moi j'aurais du mal à me regarder dans la glace, parce que j'ai été vice-président à la politique foncière en Rhône-Alpes, et on a monté toute une série d'interventions, d'actions politiques, mais dans un sens clairement déterminé. Et je ne rougis absolument pas de ce qu'on a fait. En ce moment, on est en train de se faire un petit peu tailler. Je ne suis plus élu, je ne le saurai plus, c'est terminé. Mais on est un petit peu en train de se faire tailler en place par Laurent Wauquiez, notre cher président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Premièrement, les élus sont ceux qui tiennent les rênes dans un domaine dont on n'a pas discuté là, mais qui est quand même majeur, qui est le premier, qui est celui de la préservation du foncier. Que ce soit de l'espace agricole, du foncier agricole, ou que ce soit des espaces naturels. C'est les élus qui, en préparant les documents d'urbanisme, alors le problème derrière, c'est la démocratie, c'est comment on fait pour que les citoyens, pour que tout le monde participe à ça, c'est une question de fond. Il n'y a pas de bons documents d'urbanisme sans participation citoyenne, et les vraies participations citoyennes sont très rares, pour des tas de raisons. Je ne rentre pas là-dedans. Là, il y a de la conquête à faire. Il y a vraiment de la conquête à faire dans ce domaine-là. Mais premièrement, ils sont responsables de ça. Deuxièmement, les élus de tout niveau, ils ont des deniers publics, ils ont un certain nombre de moyens d'intervention, de moyens d'action. Par exemple, les régions, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, les régions bénéficient désormais de la possibilité dans leur schéma régional, de prévoir d'aider les collectivités, les intercommunalités à faire des projets alimentaires territoriaux. Dans ces projets alimentaires territoriaux, on peut travailler à mobiliser du foncier pour faire soit de l'installation, soit pour aider à la conversion, pour faire en sorte que les terres agricoles produisent les denrées nécessaires, bio, locales, dans des cuisines centrales, etc. C'est quelque chose que l'on peut faire. Moi, j'ai l'exemple dans mon département de 2 communes voisines qui ont travaillé ensemble Département de l'Isère, c'est le département de l'Isère, pour acquérir des terrains via la SAFER suite à des enchères publiques. Et sur les terrains qu'ils ont acquis, ils ont déjà réalisé 5 installations. Il y a 5 nouveaux agriculteurs qui sont installés là, sur des terres communales que les communes ont acquis. Il y a des conflits, il n'y a pas des conflits, il y a des contentieux, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont été évincés par la SAFER au moment des enchères, qui ont fait des recours. Donc il y a 2-3 années encore devant nous avant que les contentieux soient purgés. Quand les contentieux seront purgés, ils referont à nouveau 4 ou 5 installations. Donc on va se retrouver sur un ensemble de 2 communes à proximité de Grenoble, avec 8 ou 10 exploitations nouvelles qui vont produire, alors c'est des gens qui produisent des céréales panifiables qui font du pain, il y a un pépiniériste, il y a des maraîchers, etc. Donc c'est des gens
qui peuvent participer à la réponse aux besoins alimentaires locaux. Et je pense que ça fait partie des choses que l'on peut faire. Moi, à la région, j'ai repris la convention qui existait entre la région Rhône-Alpes et la SAFER Rhône-Alpes. C'était une convention de fonctionnement. On leur disait, ouais, je te donne tous les ans tant, et tu en fais ce que tu en veux. Je simplifie, mais c'était quand même un petit peu ça. J'ai repris cette convention quand j'ai pris la délégation en 2010. J'ai triplé les crédits attribués à la SAFER. Mais par contre, les crédits ils ont été attribués uniquement à des opérations d'installation. Installation hors cadre familial. Installation que nous avions validée en amont, c'est-à-dire 2 fois par an, on validait le projet pour dire ce projet-là on le finance. Et règlement à la SAFER quand on vérifiait que le projet avait été exécuté tel que. Ça ne se fait pas. Les deniers publics aujourd'hui, dans 99% des cas, ils sont attribués et puis fais ce que tu veux avec. C'est inimaginable. Du coup, tu crois beaucoup au côté privé comme type Terre de Liens, c'est-à-dire des investissements liés à des engagements de citoyens qui soutiennent des agriculteurs via des porteurs des véhicules d'investissement type Terre de Liens. Est-ce que c'est pas ce modèle-là qu'il faudrait développer? Alors, je suis mal placé pour taper sur Terre de Liens. Je suis adhérent de Terre de Liens de l'association régionale. Et puis je travaille avec Terre de Liens au niveau national, notamment pour les aider sur un sujet majeur qui est comment travailler avec les collectivités locales. Puisque c'est le domaine que je connais bien, je les aide là-dessus. Et je participe à des sessions de formation. Donc, pas moi qui vais taper sur Terre de Liens. Mais il faut aussi relativiser. Terre de Liens aujourd'hui, après 13 ans de boulot, c'est 150 exploitations sur l'ensemble de la France. C'est déjà bien. Ben, c'est vachement bien parce que c'était 0 au départ. Ah oui. Donc de 0 à 150, c'est super. Mais c'est pas avec ça que tu règles le problème de l'agriculture en France. Ni le problème de l'alimentation dans les cuisines centrales, etc. Ce qu'on a débattu cet après-midi avec Paul Ariès. Donc je pense que c'est une forme extrêmement intéressante. Elle est très pédagogique. Elle permet à des gens de s'impliquer. Elle a plein de valeurs. Elle n'est pas non plus la panacée. Il n'y en a pas des panacées. On nous parle toujours de panacée, ça n'existe pas. Il y a des cas où il peut y avoir localement volonté de faire un GFA à partir d'une famille, un groupement foncier agricole. Il y a des cas où on peut s'appuyer sur une société civile immobilière si le problème est d'abord la gestion commune de bâtiments. Il n'y a pas de formule toute faite. Mais Terre de Liens fait de l'excellent travail. Après, il ne faut pas oublier que Terre de Liens ou la SAFER dont j'ai parlé tout à l'heure sont des organismes qui travaillent, qui interviennent sur des terrains ou sur des cessions en propriété. Et que nous avons aujourd'hui en France 75% des terres qui sont exploitées en fermage ou en location diverse. Ce qu'on appelle 64%, oui. Tu n'as que 25% des terres exploitées agricoles qui sont en propriété. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a pas mal d'exploitations où c'est mixte. Tu as un peu des deux, de la propriété et de la location. Mais le poids de la location sur les terres, il est énorme. Et on a aussi ce problème-là. Et on a dans les règles, enfin, je reviens à une question du début, dans les sujets sur lesquels on essaie de travailler pour préparer des propositions de la conf et des partenaires, etc. Il y a le fait qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le contrôle des structures, c'est-à-dire ce qui se passe quand un agriculteur, demande une autorisation de s'agrandir et il y a des commissions qui statuent, il y a un préfet qui décide sur l'avis de la commission. Il y a des tas de départements où aujourd'hui les règles de contrôle des cumuls ne sont absolument pas appliquées. Là, malheureusement, il faut terminer effectivement, puisque là tu es attendu, Gérard, pour... ils veulent partir. Ouais. D'accord. Voilà, tout à fait. Et donc, quel serait le mot de la fin hormis le fait que nous, c'est du fond du cœur qu'on te remercie d'être venu jusqu'à nous, jusqu'à Orléans pour le Festival des alternatives alimentaires. Alors, est-ce que je peux reprendre, parce que tu m'as dit que c'est ça que tu voulais. Ouais. Est-ce que je peux reprendre les 2-3 chiffres que oui. j'ai donnés ce matin? Ah, ça, c'est sûr qu'ils étaient marquants. Ouais. Si c'est pas gênant. Oui, vas-y. Alors, moi, à tort ou à raison,
Je pense que la question foncière, c'est aujourd'hui la pierre d'achoppement de la politique publique. C'est vraiment le sujet sur lequel on fera les choses autrement ou on ne les fera pas. C'est le premier sujet. Quand on parle de l'action publique des collectivités locales, depuis les communes jusqu'aux régions, et si on est dans une optique de régénération de l'agriculture, de revitalisation, en rupture avec le système dominant, qui est un système mortifère, qui détruit l'agriculture et qui détruit les possibilités d'une alimentation correcte, etc. Et l'écosystème, quoi. Et jusque-là. Complètement. Non, mais j'essaie d'être bref. Oui, complètement. Et en particulier le fait qu'on est toujours en train de dissocier les terres agricoles et les espaces naturels, alors qu'en fait, en termes d'intérêt pour la planète, mais aussi en termes d'intérêt social, pour les populations rurales, c'est extrêmement lié. Et puis moi, j'en ai marre qu'on me fasse foutre sur la gueule entre des défenseurs de l'environnement et des défenseurs de l'agriculture. Enfin, tout est fait pour les mettre les uns contre les autres, alors que nous avons des intérêts complètement liés. Si on parle revitalisation et avenir rural, si on parle ruralité, on est ensemble. Si on est chacun dans nos trucs, on se fout sur la gueule. Donc il faut rompre avec ça. C'était une parenthèse, mais qui me tient à cœur. Si on parle du foncier en France, on a deux sujets. Il y a deux sujets fonciers et il y a des gens qui parlent de l'un, les spécialistes m'énervent, les spécialistes de l'un et les spécialistes de l'autre. Alors tu as les spécialistes de l'un qui te parlent préservation, protection du foncier agricole et espace naturel. Et ce que j'ai envie que les gens sachent, c'est qu'on a 1% par an des terres agricoles qui disparaissent. Du fait de l'étalement urbain et des grandes infrastructures, mais plus de l'étalement urbain que des grandes infrastructures. Les grandes infrastructures, ça marque un territoire, évidemment, quand ça a lieu, ça fait mal, mais statistiquement, en termes de surface, c'est beaucoup moins imposant que l'étalement urbain ordinaire, au jour le jour, pour le logement, pour le commerce, pour la distribution, pour tout ce qu'on veut. Par contre, deuxièmement, ça c'est un pied. Il y a un pied qui est la préservation du foncier agricole et des espaces naturels. Il y a un deuxième pied dans l'action foncière qui est celui de qu'est-ce qu'on fait du foncier agricole quand il existe. On en a préservé, il y a un endroit, il y a une zone, il y a du foncier, il y a un espace agricole, comment on le gère? Et actuellement, on le gère complètement dans l'optique de l'agrandissement, de la concentration. C'est-à-dire de faire des exploitations de plus en plus massives qui récupèrent, chaque fois qu'il y a une cession, une disparition, une succession, on récupère les terrains des voisins, on agrandit, on fait les investissements qui vont avec. Et le rythme, cette façon de procéder tue l'agriculture familiale, tue l'agriculture paysanne. On est dans un système, et c'est vrai aussi au niveau planétaire, donc je vais y venir après, on est dans un système qui détruit l'agriculture familiale, l'agriculture paysanne. C'est-à-dire celle qui nous intéresse pour répondre aux besoins alimentaires de la société et de la planète. C'est celle-là qui est capable de nourrir la planète. C'est pas l'agriculture industrielle qui est intenable, insoutenable en termes de modalités de production. Et la disparition du nombre d'exploitants en France aujourd'hui, selon les années et selon les départements, elle fluctue entre 2,5 et 3% l'an. On a entre 2,5 et 3% de paysans en moins chaque année en France. Ça veut dire que ça va, mettons 2,5 fois pour simplifier, ça va 2,5 fois plus vite que le rythme de disparition des terres. C'est toute la question de l'agrandissement et de la concentration dont je parlais précédemment. Donc il faut absolument préserver le foncier agricole, mais il faut absolument traiter le foncier agricole différemment quand il existe pour y faire de véritables installations durables, pérennes, et pas le traiter en fuyant en avant dans la concentration. Et si on n'est que sur un des deux volets, on est à côté de la plaque. C'est un peu le mot de la fin, je pense, pour libérer, mais c'est une belle conclusion. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé parler quand même de un chiffre au niveau mondial, parce que ce matin, j'ai pu le dire. Il était énorme.
Ce matin, on a commencé par parler, tu n'étais peut-être pas là, je sais pas, Voilà. on a commencé par parler de l'accaparement des terres au niveau planétaire. Alors je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit ce matin. Juste un chiffre. À l'échelle planétaire, nous compris, nous France, Europe occidentale compris, il y a chaque année, en moyenne, 65 millions de paysans en moins. 65 millions. Alors, paysans et leurs familles. C'est 65 millions de personnes qui relèvent des familles paysannes. 65 millions en moins. Sur ces 65 millions en moins, suite à tout ce qui se passe au niveau foncier, au niveau des accords de libre-échange qui cassent l'agriculture des pays du Sud parce qu'ils ne sont pas concurrentiels par rapport à des produits qui sont produits à bas prix sur le Nord et que de plus en plus, on autorise à l'exportation. Et aux maladies peut-être aussi. Et aux maladies et tout. Mais bon, je n'ai pas le droit de reprendre tout ça. On a donc 65 millions d'humains en moins dans la paysannerie chaque année. Sur ces 65 millions, il y en a 20 qui restent en zone rurale. 20. Il y en a 45 qui partent grossir. Les bidonvilles. Les villes pour être gentils, les bidonvilles pour être plus dans la réalité. Eh oui. Ce sont des gens qui sont totalement exclus, qui n'ont plus aucune solvabilité. C'est pas des pauvres, c'est des exclus totaux, globaux de la société. C'est les futurs migrants. C'est ceux qui, un jour, de Dakar ou de Lagos ou d'Abidjan, seront appelés à faire des boat people et à fiche le camp, etc. Et on leur cassera dessus du sucre en disant qu'ils viennent nous faire chier. Donc voilà, j'avais vraiment envie ce matin de conclure là-dessus parce que c'est énorme. Ça veut dire c'est 65 et c'est 40. Si on peut, à l'échelle planétaire, se souvenir de deux chiffres, moi je sais que j'aimerais que mes petits-enfants aient ces deux chiffres-là dans la tête. Peut-être qu'ils les ont déjà un peu, mais pas encore assez. Merci Gérard, en direct du festival de l'alternative alimentaire. Merci Gérard, vraiment un grand merci. Petite photo de tous les quatre là, il faut conclure, vas-y mets-toi à côté. Ah bien, allez. Voilà. Allez, bien. Tous comme ça, voilà, on peut dire au revoir. Salut. Au revoir tout le monde. Merci. En direct du Merci, festival, Gérard, à l'année prochaine. de ta présence Ouais, merci. avec nous à Orléans. Ben écoute, moi j'ai dit à Marie-Dominique